de ces différentes activités sur la région Occitanie. Je suis donc heureux d'accueillir Frédéric Carré, qui est le président du comité régional d'Action Logement, ainsi que Denis Bertrand, vice-président. Comme vous le savez, Action Logement est un organisme paritaire, donc avec une gestion par les partenaires sociaux. Nous attendons, mais elle nous rejoindra, je pense, en cours de route, la vice-présidente du conseil régional d'Occitanie, et nous avons également la présence de Michel Parra, qui est administrateur national d'Action Logement Service, qui nous fait plaisir d'être ici en tant que régional de l'État, il faut bien le dire. Quelques mots d'accueil. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi, en tant que président de la mairie numérique en Occitanie, de co-organiser cet événement avec Action Logement. On a créé des liens sur le côté ouest de l'Occitanie depuis quelques temps, et notamment en co-organisant, on en parlera je crois un peu plus tard, un hackathon sur les sujets de l'immobilier de demain. Donc juste en deux mots, l'association La Mêlée, elle a été créée il y a 18 ans, et en Occitanie, on transforme digitalement les filières dites traditionnelles, et on parle d'innovation et d'open innovation. Ce sont des sujets transverses, et c'est le sujet aussi de l'expérimentation des lieux. Donc ici, vous êtes dans un des lieux que l'on appelle tiers-lieux, puisqu'il y a des entreprises hébergées et des lieux comme ça à partager. On a été précurseur sur la région, puisque la cantine Toulouse était le premier tiers-lieu en province, après Paris, créé il y a à peu près 11 ans. Et dans la cantine se croisaient 350 porteurs de projets par an, donc des startups en puissance. L'objet, c'est quoi? C'est de mettre en œuvre de l'intelligence collective dans ces lieux-là pour faire émerger des porteurs de projets, transformer digitalement les groupes ou lancer des porteurs de projets vers des startups. Donc le sujet de la PropTech, Properties Technology, est un sujet qui est d'actualité, en tout cas ici en local à Montpellier, par le biais d'acteurs qui sont incubés au BIC, ou de startups comme Bureau Station, qui est une émanation de Bureau & Co qui nous accueille aujourd'hui. Donc on est vraiment ravis d'écouter toute la stratégie territoriale d'Action Logement aujourd'hui, et d'imaginer l'immobilier 2.0, 3.0 ou 4.0, je ne sais pas jusqu'où ça s'arrêtera. Sachez par exemple, pour l'anecdote, que la 5G va être mise en application en précurseur ici à Montpellier. La 5G, c'est du mobile. Quand la 5G arrive, ça veut dire que les débits augmentent et que les possibilités technologiques augmentent, et donc il y a tout un champ d'application derrière qui est intéressant. Donc merci de venir chez nous, et puis on est à votre disposition à tous pour parler d'innovation sur votre filière. Voilà. Bon, cher président, je vous laisse la parole, je pense, directement. Oui, Frédéric Carré, donc président du comité régional d'Action Logement Occitanie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, madame la vice-présidente de la région Occitanie, qui va nous retrouver, qui est retardée dans les embouteillages, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants de l'État, chers collègues du CRAL, monsieur l'administrateur d'ALS, cher Michel-Ange, mesdames, messieurs les partenaires du logement, chers amis. Voilà moins de 2 ans, le 26 septembre 2016, que nous vous accueillons à la médiathèque l'Arche Marengo à Toulouse pour vous annoncer la création du comité régional d'Action Logement, alors même qu'il ne rentrerait en fonction que le 1er janvier 2017. 1er janvier 2017, la date à laquelle les ordonnances réformant le mouvement du 1% ont vu la création d'Action Logement Groupe. C'est dire tout l'engagement des partenaires sociaux à l'époque à vouloir conduire rapidement, avec toutes les parties prenantes, une politique volontariste pour améliorer la situation du logement en France et en région. Le projet était clair et ambitieux. Il s'agissait de transformer cette organisation pour la rendre plus performante et plus efficiente, dans le but de renforcer notre efficacité auprès des entreprises et des salariés au profit de la dynamique des territoires. Alors que de chemin parcouru en 2 ans? Action Logement est aujourd'hui un groupe structuré autour d'une même identité, doté d'une organisation stabilisée, de moyens mutualisés, bénéficiant ainsi d'une visibilité accrue et de marges de manœuvre renouvelées et amplifiées.
Début 2017, Jacques Chanu, alors président du groupe, et Jean-Baptiste Dolcy, le vice-président, annonçaient 7 chantiers prioritaires avec la volonté d'agir vite pour apporter des réponses concrètes face à des besoins bien identifiés. Là encore, nous avons été au rendez-vous. Parmi les mesures annoncées, il y a eu la création d'une entité pour produire et acquérir du logement intermédiaire. Le 20 juin dernier, Silo Habitat, que vous connaissez bien, a fusionné avec 2 autres structures de Nouvelle-Aquitaine pour créer INI Sud-Ouest, filiale de logement locatif intermédiaire d'Action Logement, groupe couvrant les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, qui regroupe aujourd'hui près de 5000 logements, notamment dans les secteurs où les plus tendus, où le logement social ne répond pas à la demande et où le logement privé s'avère souvent trop coûteux pour nombre de ménages. Nous nous étions aussi fixé l'objectif de nous rapprocher des collectivités locales pour formaliser un cadre d'intervention, pour développer une offre de logement adaptée aux besoins, en lien avec l'activité économique, les projets et les spécificités du territoire. À ce jour, Action Logement a signé 135 conventions avec les communes, EPCI, départements ou régions. Le 3 juillet dernier, nous avons signé avec Jean-Luc Moudin la convention entre Action Logement et Toulouse Métropole. La convention avec la région Occitanie a été validée par la commission permanente du 15 décembre dernier et devrait être signée tout prochainement. Mais ces contractualisations et notre présence ne se limitent pas aux métropoles. À travers Action Cœur de Ville, dont la première convention a été signée mardi à Montauban, je serai d'ailleurs à Cahors demain pour signer la seconde, nous affirmerons bien notre volonté d'accompagner la recherche de l'équilibre territorial. Le pupitre est bas, alors. Ce retour des salariés dans les centres-villes est un vrai défi que nous avons choisi de relever avec les 25 communes d'Occitanie retenues dans ce programme. Action Logement participe nationalement à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Et je parle bien ici de fonds dédiés et non de fléchage priorisant nos enveloppes de droit commun. Le financement de la production de logements sociaux sur notre territoire régional s'est déjà traduit par une participation financière d'Action Logement équitablement répartie auprès de l'ensemble des bailleurs sociaux de plus de 177 millions d'euros, et ce, sur les 3 dernières années. À ce titre, nous avons bien sûr obtenu annuellement autour de 3000 réservations locatives, c'est-à-dire la possibilité de loger des salariés à faibles ressources, au plus près de l'emploi, au cœur des métropoles, mais aussi en pleine zone rurale, participant par là même à la construction de la mixité sociale au sein de nos quartiers ou à la revitalisation des centres-bourgs. Je suis parfaitement conscient de la sensibilité qui est la vôtre à la question des réservations locatives. Je souhaite juste rappeler à nos partenaires, élus et bailleurs, que ces réservations sont la contrepartie légale prévue par le Code de la construction et de l'habitation à l'utilisation des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, la PEC. Chaque fois que les fonds de la PEC sont mobilisés, ils donnent lieu à ces contreparties. Je parle des augmentations de capital, des prêts de droit commun, des prêts au bilan 2.0, cœur de ville, organismes de vente, etc. Mais pour rassurer nos partenaires, je tiens à affirmer ici qu'il n'est pas question pour Action Logement d'empiéter sur les contreparties des autres réservataires, pas plus que de remettre en question la souveraineté des CAL. Vous ne l'avons jamais fait, nous ne commencerons pas aujourd'hui. Les salariés ne sont pas hors sol. Ils participent à la richesse et à l'attractivité économique d'un territoire. Ils sont les garants de la mixité sociale au sein du parc. Je n'ai pas d'inquiétude, nous saurons trouver des méthodes de travail partenariales avec les bailleurs et les territoires pour recenser les salariés logés et, ce faisant, permettre par la consommation de ce que l'on appelle les droits uniques, le financement de vos programmations. La gestion en flux prévue par la loi Elan, dans la loi Elan, la mise en place des CIL et des CIA nous oblige à une réflexion partagée sur l'évolution de nos métiers. Ouvert et constructif,
je vous garantis que nous y sommes prêts. Je ne peux, parler de la mixité sociale, oublier l'effort d'Action Logement en faveur de la rénovation des quartiers prioritaires. Financeur à 70% des 10 milliards d'euros du NPNRU, nous accompagnerons les 23 communes concernées sur notre région. Nous le savons tous, le logement, c'est la clé de l'accès à l'emploi. Notre offre spécifique pour les jeunes et les apprentis en est la plus fidèle traduction. Mais la facilité d'accès au logement contribue aussi à l'attractivité d'un territoire. Par nos accompagnements aux différentes formes de mobilité, mais aussi par notre capacité à innover et à expérimenter, nous vous présenterons l'état de nos réflexions pour apporter des solutions concrètes au logement. Non pas pour les start-up, les métropoles et nombre d'autres partenaires font cela excellemment, mais bien pour les start-upers. Je veux parler des hommes et des femmes. Je veux parler ici bien sûr de l'homme des hommes et des femmes qui sont l'essence même de ces nouvelles entreprises. Au quotidien, la gouvernance locale d'Action Logement ainsi que nos équipes de proximité font référence à ces conventions dans leurs échanges avec les élus, les services et nos différents partenaires. Ces conventions guident leurs actions de proximité. Nos équipes se croisent en permanence, échangent et travaillent avec confiance, efficacité et rigueur. Je voulais ici témoigner de ce vrai partenariat et les en remercier. Les politiques d'Action Logement au service des territoires, des salariés et de leur logement sont en constante évolution pour coller au mieux aux défis que nos partenaires ont à relever. La dernière loi de finances n'en est pas la moindre. Sans vouloir être trop long, je souhaite évoquer ici 2 chantiers prioritaires. Le premier est de concrétiser l'objectif de 1% de vente du parc HLM. Il est au cœur du projet du gouvernement, mais Action Logement le porte avec conviction depuis longtemps. Le deuxième est de déployer des outils de sécurisation. Je fais ici référence à l'évolution de la garantie de loyer, VISA, qui répond à un réel besoin d'accompagner plus massivement et plus rapidement les jeunes dans leur installation ainsi que les salariés à mobilité professionnelle. L'ensemble des initiatives et les nouveaux dispositifs qui vont vous être présentés bénéficient bien sûr d'un cadre formel et contractuel puisqu'ils sont inscrits dans la convention quinquennale 2018-2022 que nous avons signée avec l'État en janvier dernier. Il positionne clairement Action Logement comme un financeur incontournable du logement qui consacrera pas moins de 15 milliards d'euros sur 5 ans au niveau national à l'accompagnement des projets de territoire. Je terminerai en souhaitant que chacun garde à l'esprit que nous agissons pour l'emploi et l'attractivité économique et qu'en conséquence, nous serons très attentifs au fléchage de nos financements dans l'intérêt des entreprises, des salariés et des territoires. L'argent que nous distribuons est celui des entreprises. Ne l'oublions jamais, car nous en sommes garants. Ces avancées démontrent bien que nous tenons nos engagements. Agir vite, agir de manière concrète et ciblée, agir pour accompagner le développement d'une offre de logement attractive et diversifiée. Agir aussi pour l'attractivité économique de nos territoires, agir à vos côtés et agir avec vous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Denis Bertrand, vice-président du CRAL, va vous brosser pour chacun des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui le difficile exercice de contextualiser un peu les sujets qui sont plus techniques et qui sont présentés effectivement par les techniciens en charge. Denis. Bonjour. Financer la programmation des bailleurs sociaux. Action Cœur de Ville. 222 communes sont retenues pour ce programme. 23% des Français sont concernés et ils représentent 26% de l'emploi en France. Sur les 5 milliards d'euros de budget global, Action Logement finance 1,5 milliard d'euros, soit 30%.
Financer la programmation des bailleurs sociaux, c'est le métier historique d'Action Logement. Ce n'est pas pour rien que l'on parle toujours de la participation des entreprises à l'effort de construction. Et c'est grâce à cette contribution que nous pouvons dégager chaque année près de 1,5 milliard d'euros au financement des opérations de construction et de rénovation d'un patrimoine abordable, accessible aux ménages, dont les revenus ne leur permettent pas d'accéder à la location privée. En contrepartie de ces financements, Action Logement et donc les entreprises et leurs salariés bénéficient de solutions locatives qui leur sont dédiées. Vous me direz, rien de nouveau donc. Eh bien si. D'une part parce qu'Action Logement est devenu un interlocuteur de poids pour l'État et pour les acteurs du logement. Sa structuration lui permet d'être à la fois force de proposition et innovant. D'autre part, parce que nous souhaitons pouvoir répondre efficacement au nouveau contexte législatif et aux mesures prises par le gouvernement qui bousculent le modèle économique en tant que financeur, mais aussi en tant que bailleurs sociaux. Je rappelle qu'Action Logement, c'est près de 1 million de logements sociaux et intermédiaires gérés en France et dans les DOM, dont plus de 42 000 en Occitanie. Ce qui change donc, ce n'est pas le montant des financements qui seront accordés globalement aux organismes HLM, mais c'est bien la répartition des fonds alloués pour une politique de financement plus équitable, plus équilibrée sur les territoires et ajustée aux besoins réels dictés par la réalité économique et sociale de chaque bassin de vie. Pour mémoire, le préhaut de bilan de deuxième génération fait suite à une première enveloppe de préhaut de bilan de 2 milliards d'euros qui avait pu être distribuée en 2017 par la Caisse des dépôts aux bailleurs sociaux grâce à la bonification d'intérêts apportée par Action Logement. François Magne va nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif. Merci Denis. Simplement peut-être dire 2 mots avant sur l'action Cœur de Ville. C'était de présenter effectivement une action qui soit à la disposition des communes plus rurales, puisque Action Logement, on vous l'a dit, est plutôt destinée à intervenir là où est l'emploi, et on a en tête plutôt les métropoles et les agglomérations. Et il nous a paru essentiel effectivement d'aller au service aussi des territoires plus ruraux, où l'emploi est également présent. Et c'est cette proximité que nous avons au niveau des élus du CRAL et d'Action Logement qui nous a permis aussi de faire remonter ces projets, qui sont des projets souvent essentiels pour ces territoires. Et nous avons donc décidé de mettre 1,5 milliard quand même sur 5 ans, 300 millions par an à peu près, qui seront répartis pour moitié en subvention, pour moitié en prêt, afin d'aider à la revitalisation de ces centres-villes. 222 communes ont été retenues au titre d'Action Cœur de Ville, 25 sur la région Occitanie, 23 territoires, 25 communes, puisque certains projets ont été retenus au niveau intercommunal. Nous allons les aider simplement en finançant de manière assez innovante et dérogatoire la réhabilitation de cœur de ville. Nous savons bien que sur ces immeubles-là, il n'y a pas de possibilité d'équilibrer une opération, notamment pour les bailleurs sociaux, parce que vous vous retrouvez dans des périmètres qui sont à la fois contraints techniquement par les ABF, par des règlements d'urbanisme, par des contraintes techniques, quand vous êtes en bande creuse, quand vous êtes dans des rues difficilement accessibles et autres. Vos opérations, forcément, avec des financements classiques, sont déséquilibrées. Et c'est pour ça que nous avons souhaité pouvoir analyser à l'opération les plans de financement, constater les déséquilibres qu'il y a et apporter des financements qui permettent de rééquilibrer ces dispositifs. Le président l'a dit, le projet Cœur de Ville a quand même été largement commenté, vous avez pu en entendre parler. La première convention a été signée à Montauban, la seconde le sera demain à Cahors, et d'ici fin septembre, les 25 communes d'Occitanie qui ont été retenues devront avoir signé leur convention de préfiguration. Toutes ont un volet logement qui est important dedans, et toutes donc bénéficieront de notre accompagnement et de nos fonds sous forme de prêts et de subventions. Ce sont des fonds dédiés, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un fléchage de fonds déjà existants, ce sont bien des fonds nouveaux qui seront orientés spécifiquement sur ces projets. Je crois que c'est le point le plus important à retenir. Jusqu'à la fin de l'année, nous serons sur un fonctionnement innovant, ce qui veut dire que les porteurs de projets, les mairies, devront simplement nous faire remonter leurs projets sur des immeubles qui sont maîtrisés au niveau foncier par eux, ou par le bailleur social, ou par un bailleur privé.
libres de droit et pour lesquels nous pourrons intervenir donc en finançant la remise à niveau, la remise en état, et pouvoir ensuite accueillir, pour les réservations locatives dont on parlait, une nouvelle population de salariés, effectivement, qui avaient souvent déserté ces centres-villes. Nous traiterons avec l'ensemble de nos partenaires, puisque Cœur de Ville est aussi un programme qui associe l'ANA, qui associe la Caisse des dépôts et de nombreux partenaires de l'État. La région, je le sais à travers sa politique particulière sur les centres-bourgs, est également associée à ce dispositif. Et donc nous essaierons tous ensemble de traiter globalement la problématique du centre-bourg, parce qu'on ne traite pas simplement la problématique du logement, on va traiter l'espace public autour, on va traiter l'accessibilité, on va traiter le commerce, on va traiter l'accès aux services culturels, aux services administratifs et autres. Donc c'est vraiment une vision globale qui est prise là-dessus, et je crois que c'est un dispositif qui est essentiel pour assurer la revitalisation et le développement de communes et de faire revenir l'emploi, effectivement, qui avait tendance peut-être à essaimer en périphérie, vers ces centres-bourgs. En tout cas, une réelle chance à saisir et un financement innovant d'Action Logement sur le dispositif. Préau de bilan, monsieur le vice-président, vous en avez dit quelques mots. Je mets juste la petite présentation. Prêt haut de bilan deuxième génération. Avec 2 milliards d'euros sur 3 ans, ce programme est un soutien massif à la production dans les territoires. Il permettra de générer 25% de nouveaux logements pour les salariés. Top départ le 5 juin. Ces prêts seront bonifiés par Action Logement pour 812 millions d'euros. Juste, donc sur ces prêts, ce qui est important de dire, puisque la première période de souscription, là je parle évidemment plutôt aux bailleurs qui sont concernés par le sujet, c'est terminé le 10 juillet, mais vous allez avoir 2 autres périodes de souscription qui vont s'ouvrir l'an prochain et l'année suivante. L'important c'est de dire quoi? C'est que pendant 20 ans, en fait, avec la Caisse des dépôts et consignations, nous apportons la possibilité d'emprunter sur ces 20 premières années sans avoir de capital à rembourser et avec des intérêts qui seront pris en charge par Action Logement. Ce qui veut dire que pendant 20 ans, nous sommes sur un prêt in fine sans intérêt. Voilà, c'est une quasi-subvention. Bien sûr, au bout de 20 ans, on retombera dans le dispositif classique où vous devrez rembourser bien sûr le capital auprès de la Caisse et fonctionner sur les intérêts au taux de la Caisse. Mais au moins, pendant cette première période de 20 ans, pas de charges financières et la prise en charge des intérêts par Action Logement. Je crois que c'est aussi un moyen d'essayer d'atténuer l'effet de la loi de finances, dont on est bien conscient de l'impact qu'il a eu sur la trésorerie des organismes et leur capacité à faire. 2018, uniquement du financement sur de la production neuve, mais dès 2019 et 2020, la possibilité sur ces prêts de haut de bilan de faire une souscription pour faire également de la réhabilitation. Donc il est important de dire que l'ensemble des dispositifs pourront vous accompagner sur des domaines où effectivement vos fonds propres sont souvent mis à rude épreuve et le seront à cause des effets de la loi de finances. Pour Action Logement, c'est quand même pas neutre. Et bien sûr, donc, comme c'est un financement au titre des fonds de l'APEC, le président l'a rappelé, nous aurons à négocier ensemble des contreparties de réservation locative au bénéfice des salariés, mais nous le ferons, vous l'avez compris, d'une manière totalement coordonnée avec vous et sans que ça puisse vous poser le moindre problème ou la moindre difficulté. Les montants en jeu, donc vous le voyez, ils sont assez conséquents quand même. 2 milliards donc, sur les 3 millésimes, ce qui a un impact non négligeable en termes de financement, puisque pour Action Logement, on est sur un enjeu de l'ordre de plus de 800 millions d'euros pour la bonification des prêts. Les contreparties locatives, pour que l'information soit complète, je ne veux pas m'y attarder plus. Ce que je vous propose de toute façon, c'est que l'ensemble des intervenants que vous avez aujourd'hui autour de vous sont à votre disposition ensuite dans la salle pour échanger si vous le souhaitez, et également peut-être pour échanger une carte de visite et avoir une conversation plus approfondie par la suite. Donc on ne va pas non plus alourdir le dispositif. La souscription, vous l'avez vu, elle s'est terminée le 10 juillet. Nous aurons les notifications donc, dès septembre et nous pourrons entamer ensuite les contractualisations.
Accélérer la vente HLM. L'objectif d'Action Logement est d'accompagner la vente d'1% du parc social, soit 40 000 logements, à acquérir en 3 ans, dont 40% se trouvent en région. C'est 4 milliards d'euros à investir dans la production d'une offre nouvelle. Action Logement mobilisera 1 milliard d'euros en fonds propres. La vente HLM est un sujet un peu particulier, parce que nous savons qu'il n'est pas forcément consensuel et qu'il fait partie des sujets longuement débattus par les professionnels du logement social, par les collectivités, par le Parlement. Il est donc important de rappeler la position d'Action Logement sur ce sujet. D'abord, c'est l'un des grands objectifs de la loi Elan, et parce qu'en tant que partenaire de l'État, on se devait d'étudier tous les axes d'intervention possibles sur le sujet. Ensuite, il me semble important de rappeler que les partenaires sociaux ont annoncé dès début 2017 leur intention d'être proactifs en la matière, en commençant par s'appliquer à nous-mêmes la règle du 1% de vente par an, et certaines filiales du groupe sont déjà dans une bonne dynamique. Pour Action Logement, c'est un bon levier pour lutter contre la fracture territoriale grâce aux fonds générés qui seront réinvestis dans les territoires au profit d'une offre renouvelée et un atout pour la mixité sociale, notamment dans les quartiers en rue. Mais derrière l'ingénierie mise en place et qui va vous être succinctement présentée, et les montages conséquents que dégage Action Logement pour réaliser ces opérations d'achat-revente, il y a des hommes, des femmes, des familles pour qui l'accession à la propriété dans des conditions abordables est une opportunité exceptionnelle de sécurisation. Pour ces ménages, c'est l'occasion de devenir propriétaire à des prix inférieurs à ceux du marché, de bénéficier de prestations pour le montage financier, d'obtenir des garanties de rachat en cas de difficulté et d'être accompagné par des professionnels du syndic social. Merci à Laetitia Le Sœur, en charge nationalement de ce dossier, de nous en dire plus. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter le nouveau dispositif d'Action Logement sur la vente HLM que l'on a dénommé ONV, Opérateur National de Vente. Alors, pour reprendre les mots du président et du vice-président, quelques instants sur la convention quinquennale. Pourquoi ? Parce que l'opérateur national de vente est une véritable opportunité pour les bailleurs sociaux pour constituer leurs fonds propres, et c'est une ambition partagée avec les partenaires sociaux et l'État, et c'est une ambition qui figure dans la loi Elan dans son article 29, mais qui avant tout figure dans la convention quinquennale que nous avons signée avec l'État en début d'année. Donc quelques mots sur les principes que fixe la convention quinquennale par rapport à cet opérateur national de vente, pour pouvoir vous expliquer ensuite le fonctionnement véritable de l'opérateur. Premier principe, c'est la notion de dotation de fonds propres. Action Logement va doter 1 milliard d'euros de fonds propres issus des fonds de l'APEC dans cet opérateur national et va ensuite lever, grâce à ces fonds propres, 3 milliards d'euros de dettes. Suite logique, ce qui vous a été indiqué jusqu'à maintenant, et obligation qui s'impose à nous, utilisation des fonds PEC, donc qui dit utilisation des fonds PEC dit contrepartie locative. Deux types de contreparties locatives dans le cadre de ce dispositif, des contreparties locatives qui existeront sur les actifs qui seront en vente, que les OLS nous donneront à la vente, et des contreparties nouvelles sur les actifs qui nous auront été également confiés à la vente, mais sur les actifs nouveaux en fait, c'est un peu complexe. Dans les deux cas, nous aurons non pas des droits de suite, mais uniquement des droits uniques. Je ne rentre pas dans le détail de la formule qui vient tout juste d'être validée avec la DHUP. Je suis à votre disposition pour en discuter par la suite si vous le souhaitez. Troisième dispositif, troisième principe dans le cadre de la Convention, un appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé normalement la semaine prochaine, le 17, j'ai eu la confirmation hier par le cabinet du ministre. Un appel à manifestation d'intérêt qui donc va solliciter les OLS qui le souhaitent, parce que c'est bien sur la base du volontariat. Les OLS qui souhaiteraient s'inscrire dans ce dispositif pourront répondre à l'appel à manifestation d'intérêt à partir de la semaine prochaine.
J'insiste véritablement sur le fait que ce soit sur la base du volontariat. L'ONV, l'opérateur national de vente, est pour les OLS un outil qui est mis à sa disposition. En aucun cas c'est une obligation. C'est véritablement un outil mis à la disposition dans le cadre d'une vente. Vous restez maître de vos politiques patrimoniales. Et pour nous, cette transparence et ce volontariat est fondé en plus par le fait que l'opérateur national de vente sera une filiale non pas d'ALI, non pas d'ALG, mais d'Action Logement Service. Une véritable transparence. Il ne s'agit pas ici d'un dispositif qui est mis en œuvre pour les filiales d'Action Logement Immobilier pour récupérer du patrimoine. Donc véritablement une totale indépendance. Et donc quatrième principe qui reprend ce que je vous disais tout à l'heure, un dispositif universel ouvert à tous les OLS et qui donc est fondé sur la base du volontariat. Ces 4 principes sont véritablement importants pour nous. Ils sont inscrits dans nos objectifs, dans la convention quinquennale, je vous l'indiquais. Et pourquoi un opérateur national de vente? Pour les 2 objets qui sont les fondements même d'Action Logement, contribuer à pérenniser le financement et la production du logement social et favoriser l'accession à la propriété de ménages modestes. Donc une fois qu'on a posé les principes, comment, opérationnellement parlant, ça se passe? C'est un dispositif qui a été calibré pour acquérir 40 000 logements en 4 ans, 3-4 ans. J'insiste, Action Logement a une assise financière plutôt bonne, mais j'ai pu entendre qu'on avait une volonté d'acquérir 40 000 logements par an. On ne peut pas, c'est 40 000 logements en 4 ans, ce qui représente à peu près 10 000 logements par an, avec une première tranche pour 2018 qui va être ouverte à hauteur d'1 milliard d'euros, à dissocier du 1 milliard d'euros de fonds PEC dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, en quoi l'ONV est un accélérateur de vente? Pour ceux d'entre vous, ceux des ELS qui aujourd'hui réalisent de la vente HLM, pour vendre 10 logements, vous savez que vous pouvez en mettre en vente 100. Donc vous avez un délai de latence et un mitage de votre patrimoine qui est important. L'objectif de l'opérateur national de vente, quand vous vendez 100 logements, vous en vendez véritablement 100, vous n'avez pas besoin d'en mettre davantage en vente. Je vais revenir sur la gestion locative qui est plus simple en fait à expliquer dans le cadre de ce petit graphique. Comment ça se passe? Vous avez donc 3 typologies d'intervenants. Les OLS qui vendent le patrimoine, l'opérateur national de vente qui a vocation à acheter ses immeubles en bloc, et enfin à les revendre aux locataires, le locataire occupant et aux locataires du parc HLM. L'OLS vend donc à l'opérateur national de vente qui va se charger de l'ensemble du process de mise en commercialisation. Ça veut dire les diagnostics, la mise en copropriété et la commercialisation pure. L'opérateur vendeur va quant à lui, c'est aussi un des objectifs de la loi Elan, conserver la gestion locative des actifs, bien qu'il n'en soit plus propriétaire. On va également demander à l'opérateur social, au bailleur HLM, de réaliser des travaux préalablement à la vente. Ce sera l'ONV en tant que propriétaire qui les financera, mais ce sera l'OLS qui concrètement réalisera les travaux. Pourquoi des travaux? Parce qu'on considère traditionnellement dans la vente HLM que pour éviter aux futurs acquéreurs d'avoir de gros travaux à engager dans les 5 années suivant la mise en copropriété, c'est de la responsabilité de l'opérateur national de vente de les réaliser. On parlait tout à l'heure de différentes garanties. L'opérateur national de vente va mettre en place 2 typologies de garanties, des garanties de rachat et des garanties de relogement. Une garantie de rachat en cas d'accident de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une garantie de rachat en cas d'accident de la vie? Le locataire accédant dans les 5 ans qui suivent son acquisition a un problème, chômage, décès. Dans ce cas, il revient vers l'opérateur national de vente et dit « Moi j'ai un problème, aujourd'hui je ne peux plus financer mon logement du fait de cet accident de la vie, rachetez-le-moi ». Et ce que l'on va demander à l'opérateur qui nous a vendu l'actif initialement, c'est de pouvoir reloger cette personne qui a eu cet accident de la vie. Et enfin, dernier membre de ce dispositif et pas des moindres, le locataire occupant qui sera le client final. Donc vous voyez, c'est bien
une notion de portage de ces actifs pour permettre à l'OLS de récupérer immédiatement le produit de la vente de son actif, donc imaginons 100 logements, pour pouvoir reconstituer ses fonds propres beaucoup plus rapidement que s'il avait dû faire lui-même la vente. Les objectifs partagés du dispositif, vous les aurez compris, je pense à l'écoute de mes propos. Pour les locataires, fixer des conditions d'achat privilégiées, c'est bien là le but de la vente HLM, c'est permettre aux locataires de bénéficier de prix attractifs. Tout cela est chez Action Logement charté dans le cadre d'une charte de vente HLM qui existe depuis 2011 et qui est déclinée ensuite dans l'ensemble de nos filiales. C'est également accompagner le montage du projet d'acquisition et surtout préalablement vérifier la capacité économique des locataires accédants et notamment le reste à vivre. Et enfin, sécuriser l'accession du locataire par la mise en place de dispositifs que je vous indiquais, la garantie, notamment la garantie de rachat. Pour les organismes de logement social, quels objectifs? Accélérer les objectifs de vente pour ne pas se retrouver dans le cadre du ratio que je vous indiquais tout à l'heure pour réaliser 10 ventes, mettre en vente 100 logements et anticiper la récupération de fonds propres pour augmenter immédiatement leur capacité d'investissement sur la production nouvelle. Pour les collectivités locales, là aussi de nouvelles marges de manœuvre qui sont réinvesties sur le territoire et également la gestion sécurisée des copropriétés qui est un des éléments qui nous tient à cœur au sein d'Action Logement. L'idée de ne pas faire de ces nouvelles copropriétés des copropriétés qui seraient dégradées et on envisage de mettre en place l'ensemble des sécurités par rapport à cela. On a vu les principes, les objectifs. Quel calendrier maintenant? Le processus d'acquisition, on l'a défini en 3 phases. Une première phase, vous le voyez, qui normalement commencera la semaine prochaine avec le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt, avec une première partie où les offices qui seraient intéressés pour nous proposer des actifs à la vente auront jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au 19. Le planning a changé depuis hier après-midi, depuis que nous avons eu le cabinet du ministre en ligne. Donc dépôt des dossiers jusqu'au mois d'octobre. À l'issue de cette période, nous entrons dans une phase de pré-analyse de l'ensemble des dossiers qui nous seront proposés, pour entrer ensuite dans une phase 2 à partir de mi-novembre, fin novembre. Qu'est-ce que c'est que la phase 2? La phase 2, ce sera l'analyse approfondie des dossiers qui nous auront été proposés. Qu'est-ce que c'est que l'analyse approfondie? C'est vérifier la faisabilité technique, juridique et bien sûr se mettre d'accord sur le prix de vente par rapport au projet que nous avons. La phase 3, qui est finalement la phase finale et presque la plus simple, qui est la phase de contractualisation. On se situe là sur une phase de contractualisation en termes de promesses de vente et pas d'actes de vente, puisque les actes de vente seront réitérés sur 2019. Question que vous allez potentiellement pouvoir me poser, pourquoi la mise en place d'un tel dispositif avant le vote final de la loi Elan? C'est une des ambitions partagées entre le gouvernement et Action Logement de faire en sorte que nous travaillions en parallèle des débats parlementaires pour que les OLS puissent bénéficier dès 2019 de cet apport en cash dont je vous parlais. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur l'opérateur national de vente. Quelques mots succincts, je suis à votre disposition pour l'évoquer davantage par la suite. Merci. Visal.fr connecte emploi et logement. 85% des embauches sont en contrat précaire. On compte 2 millions d'entrées dans le parc privé, dont la moitié est éligible Visal. 50% des locataires qui entrent dans le parc ont moins de 30 ans et un tiers sont des étudiants. Nous avons beaucoup parlé des aides en direction des acteurs du logement. Nous allons maintenant nous intéresser au nouveau dispositif dédié au grand public. C'est assez habituel de notre part de parler du grand public, mais il est un fait que le grand public bénéficiaire s'est considérablement élargi, puisque tous les jeunes de moins de 30 ans peuvent désormais bénéficier de la garantie de loyer Visal.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 50% des baux signés le sont par des moins de 30 ans et un tiers d'entre eux sont des étudiants. C'est une chance formidable pour les jeunes de pouvoir acquérir son autonomie pour le logement. C'est aussi cela, l'utilité sociale d'Action Logement. Il me semble enfin important de rappeler ici qu'Action Logement est engagé depuis plus de 20 ans dans la sécurisation des loyers. Ce sont donc des dispositifs qu'il maîtrise bien. Pour autant, le groupe fait aujourd'hui la preuve de son adaptabilité au marché. Il faut remercier ici tous les partenaires qui ont déjà œuvré pour la promotion de la garantie et ceux que l'on va convaincre grâce à cette version élargie. Je voudrais saluer aussi le travail mené avec l'État qui a notamment permis de faire en sorte que Visal soit la garantie de loyer proposée par toutes les résidences Crous de France. Je vais laisser Roselyne Mazouko vous détailler ce nouveau dispositif Visal. Bonjour, donc moi je suis la référente régionale sur le dispositif Visal, donc je suis chargée de le développer sur toute la région Occitanie. Donc je vais vous présenter en quelques mots le dispositif qui demande à être reconnu partout au monde. Donc en fait c'est quoi, comme vous l'avez indiqué, le vice-président du CRAD, c'est une garantie de paiement du loyer qui a été lancée en janvier 2016 et qui a été élargie depuis peu. C'est une caution, une garantie de paiement de loyer qui est gratuite aussi bien pour le locataire que pour le propriétaire, donc financée bien entendu par Action Logement. L'outil est disponible uniquement en ligne, puisqu'en fait il faut aller sur le site Visal pour pouvoir, aussi bien pour le locataire que pour le bailleur, faire une demande. La garantie couvre toute la durée d'occupation pendant 36 mois dans le parc privé et 9 mois dans le parc social. J'interviens là-dessus puisqu'en fait cette couverture sur toute la durée d'occupation est très récente. Elle date du 25 mai, donc ça fait partie de l'extension qui vient d'être proposée par Action Logement. En fait, avant c'était une couverture qui était limitée à 3 ans. Donc ça veut dire qu'un bailleur qui avait une garantie Visal, eh bien, ça veut dire qu'il était couvert pendant 3 ans, au bout de 3 ans et 1 mois, si le locataire était en impayé, il se retrouvait sans garantie. Donc on a fait remonter les freins au développement de cette garantie et en fait on a décidé de l'élargir sur toute la durée d'occupation. C'est très important et ce qui va permettre en fait de développer ce dispositif auprès des bailleurs qui sont encore aujourd'hui frileux quant à son utilisation. C'est une caution qui est beaucoup plus simple à utiliser que une caution garant personne physique, puisqu'il n'y a pas beaucoup de documents à demander, vous le verrez par la suite. Donc le dispositif, comme j'ai indiqué, a été renforcé au 2e trimestre, puisque en fait en négociation notamment avec le CNUS aussi, qui à travers son parc avait plusieurs dispositifs pour les étudiants, ça a été élargi en fait à tous les étudiants, qu'ils soient des étudiants qui viennent de l'étranger, des étudiants qui soient boursiers ou pas. En fait, à partir du moment où on est étudiant, on peut bénéficier de cette garantie Visal. La garantie Visal est possible aussi pour les alternants qui sont considérés au même titre que les étudiants. Donc en fait, l'avantage pour ce public-là, c'est qu'ils peuvent bénéficier de cette garantie aussi bien dans le parc privé que dans le parc social. Le parc social, c'est tout nouveau, ça date du 25 mai. L'avantage aussi pour ce public-là, les étudiants et les alternants, c'est qu'ils n'ont pas des ressources suffisamment importantes pour qu'on puisse déterminer le montant de la garantie. Donc il y a un plafond, un forfait qui a été appliqué, c'est-à-dire que sans condition de ressources, à partir du moment où ils sont étudiants ou alternants, ils peuvent bénéficier d'une garantie de loyer jusqu'à 600 €. C'est un forfait. Loyer et charges comprises. Ça c'est aussi intéressant pour les étudiants qui souhaitent aussi se loger dans le parc privé. Le plafond était de 425 € précédemment, donc ce n'était pas suffisant pour des communes comme Toulouse et Montpellier, puisque 425 € de loyer plus charge, c'était assez faible. Et puis la nouveauté aussi, c'est de couvrir les salariés de plus de 30 ans qui sont en mutation professionnelle. Il faut savoir que vous avez 2 publics, les jeunes jusqu'au 31e anniversaire, donc tous ces jeunes-là sont éligibles à la garantie Visal, et il y avait les plus de 31 ans, c'est 30 ans révolus en fait. Les plus de 31 ans, c'était limité uniquement à ceux qui étaient dans l'embauche, qui avaient une période, qui rentraient dans l'emploi avec une période d'essai, qui étaient en CDD, qui étaient en situation, on va dire, entre guillemets, précaire au niveau de l'emploi. Par contre, celui qui est en mutation professionnelle, dont le conjoint peut-être devait laisser son emploi, se retrouvait coincé quant à l'acceptation de son dossier par un bailleur, puisque le conjoint avait perdu son emploi. Donc la mutation professionnelle, ça veut dire que le plus de 31 ans qui est en CDI confirmé peut en bénéficier. Il faut qu'il soit muté au sein de la même entreprise ou du même groupe. Voilà, ça c'est l'évolution.
depuis le 25 mai. Bon, comme je l'ai indiqué, l'extension de la durée d'engagement sur la totalité du bail, ça j'en ai parlé. Et très prochainement, je ne sais pas quand la loi va être promulguée, incessamment sous peu, peut-être qu'elle l'est déjà, je ne suis pas informée. Le dispositif Visal, dans le cadre de la loi Elan, va couvrir le bail mobilité. C'est un futur bail mobilité qui va permettre à des propriétaires de louer pendant une durée qui pourra aller jusqu'à 10 mois, où là, Visal va pouvoir garantir les dégradations et le loyer plus charge. Il n'y aura pas de dépôt de garantie à payer. Voilà les grandes lignes du bail mobilité. Bon, les avantages, ça j'en ai déjà parlé. Côté locataire, c'est 100% gratuit. C'est un accès en ligne, c'est très rapide. Donc le site Visal, je vous invite à aller le parcourir, puisqu'en fait, tout est vraiment dématérialisé et très simple. L'avantage pour le locataire, c'est qu'il va faire sa demande sur le site. Il va saisir sa situation, il va scanner ses documents. Ce sont des gestionnaires qui vont valider le visa. C'est un visa certifié qui va être remis au locataire et ce locataire va pouvoir présenter la garantie qui aura été validée. C'est-à-dire que quand le bailleur va avoir cette garantie, ce visa certifié, il est sûr que son loyer va être garanti. Voilà, donc aide sans condition pour tous les jeunes. Pour côté bailleur, pour côté bailleur c'est encore plus simple, puisque côté locataire, le locataire doit justifier de sa situation, de ses ressources, de sa situation étudiante ou pas. Bon, côté bailleur, il suffira qu'il saisisse le numéro du visa qui est proposé, présenté par le locataire. Il suffira qu'il saisisse les caractéristiques du logement et en quelques minutes, son contrat de cautionnement va apparaître. Donc il pourra à ce moment-là signer le bail et tout se passera dans de bonnes conditions, qui est la différence avec un garant personne physique où l'acte de caution solidaire est très long à obtenir. Il faut justifier la vie d'imposition, la situation financière, le tel salaire. Bon, il y a un formalisme juridique qui est obligatoire, qui n'existe pas avec le côté bailleur. Voilà. Puis le paiement se fait très rapidement. Voilà. Donc, par Action Logement. Voilà. Merci Roselyne. Denis Bertrand, notre dernier chantier de la journée. Le CRAL a travaillé l'an dernier à l'élaboration de son plan régional d'orientation et d'activité. Au-delà de la nécessité évidente d'accompagner les salariés dans le cadre de logement, particulièrement aux zones tendues, nous avons souhaité mettre l'accent sur les problématiques rencontrées par certaines catégories de salariés. Les jeunes. Notre convention y consacre une large partie. Les saisonniers, pour lesquels nous espérons lancer prochainement un certain nombre d'expérimentations, et une catégorie pour laquelle peu de réflexion et encore moins de solutions existaient, les salariés de ces jeunes touches que Montpellier comme Toulouse attirent si bien, forts de leur label French Tech. Je laisse la parole à Vincent Jacquet pour nous en dire plus. Bonjour à tous. Effectivement, comme vous l'avez dit Jean-François en introduction, il nous accueille aujourd'hui à la mairie numérique. On a souhaité utiliser son espace vous voyez, assez convivial où il accueille des startups dans tout le bâtiment. Et cet espace de convivialité où les gens viennent se rencontrer, travailler, déjeuner, éventuellement, également, comme on le fera tout à l'heure. Pourquoi on voulait mettre l'accent aujourd'hui sur ce type d'espace, c'est qu'effectivement, Action Logement, au niveau des territoires, au niveau des entreprises, c'est notre activité permanente. Mais on est quand même évidemment historiquement focalisé sur des entreprises soit de plus de 10 salariés, soit de plus de 20 salariés qu'on connaît bien. Et on a l'émergence avec les éléments, notamment French Tech régionaux, de start-up et de start-upers, comme disait le président, qui aujourd'hui n'avaient pas connaissance, ou pas suffisamment à notre avis, des dispositifs potentiels d'accompagnement d'Action Logement, bien évidemment liés à leur logement. L'attractivité des startups et des incubateurs n'est pas démontrée sur la région. Par contre, effectivement, les problématiques rencontrées par style de salariés au niveau de leur logement sont exactement les mêmes, voire plus problématiques que certaines sociétés déjà ancrées sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est dans le cadre de la French Tech, notamment du French Tech Ticket, qui permet à certaines startups de Montpellier de faire venir des entreprises étrangères
sur le territoire montpelliérain et toulousain. Et ces entreprises, quand elles viennent s'installer, elles ont une problématique de recrutement de salariés et entre autres aussi de les fidéliser et de les faire venir, notamment à travers la sécurisation de leur logement. On avait été aussi sensibilisé par le BizLab d'Airbus qui avait ces mêmes problématiques et on a établi un partenariat avec le village Baïséa au niveau national qui lui-même a une réflexion en termes d'incubateur national avec maintenant 23 villages, dont un Toulouse et un Montpellier très dynamique et aussi même avec une réflexion d'espace un peu comme on est dans lequel on est aujourd'hui qui est un peu en rupture avec les organisations habituelles des entreprises. Donc on a pu dégager les enjeux que nous signifiaient ces partenaires d'action logement et on essaye d'innover avec eux pour leur proposer des solutions. Donc comme le disait mon prédécesseur, on a mis dans le plan d'orientation 2018 sur la direction régionale d'action logement une réflexion un peu spécifique, un peu innovante au niveau nationalement. On espère que ça va se démultiplier. On voit avec les signatures du partenariat avec le village Baïséa. Et on a multiplié les réunions avec les incubateurs régionaux, les acteurs régionaux, dont la mêlée numérique était un acteur important. Et on a mené ces réunions pour faire un état de lieux. Et l'état des lieux, c'est comme je vous le disais, c'est qu'il y a une réelle difficulté pour les salariés de ces startups pour se loger. Mais les startups ne commencent pas avec 200 salariés immédiatement. Elles ont un fort potentiel de croissance, mais souvent elles étaient hors des dispositifs parce qu'elles n'avaient pas les salariés habituellement pour lesquels on propose un dispositif. Notamment dans la mobilité, parce qu'effectivement, à travers leurs activités, on recrute des gens très pointus professionnellement et ils peuvent venir de différentes régions, ils peuvent venir de l'étranger également. Donc dispositif de mobilité qu'on maîtrise bien chez Action Logement à travers nos différentes aides mobilité passe entre autres. Mais on ne pouvait pas forcément les accompagner à ce moment-là. Processus d'embauche, même chose, fidélisation difficile. Et puis, à travers différentes manifestations qui étaient déjà organisées chez les incubateurs et auxquelles on a participé, entre autres lors d'un hackathon à Toulouse avec des écoles un peu spécifiques, on s'est aperçu, un peu aussi comme on est aujourd'hui, c'est que nos références, nous, à travers nos filiales immobilières, à travers nos résidences, notamment pour du logement temporaire meublé, pouvaient être un peu datées, pouvaient ne pas correspondre nécessairement aujourd'hui à l'image et aux besoins des utilisateurs d'espaces comme dans lequel on est aujourd'hui, parce qu'ils ont une forte appétence pour des espaces de coworking, des espaces de co-living, des espaces de détente, au-delà du contenu propre de leur emploi. Même chose pour les espaces privatifs qui sont peut-être à repenser. Lors du hackathon, on a eu un peu la surprise, en tout cas nous on n'était pas forcément amenés à avoir ça en tête, que l'espace dédié à son propre espace personnel, ce n'était pas la priorité pour le jeune start-upper. L'espace coworking, l'espace co-living, oui. Donc à un moment donné, nous, dans notre réflexion sur les investissements de nos futures résidences, notamment pour les jeunes, mais pas que, on essaiera évidemment d'en tenir compte. On s'est aperçu aussi, on l'est tous, maintenant on est connectés, les jeunes le sont encore plus. Quand ils travaillent dans des startups, ce n'est pas toujours des startups qui liées directement à une nouveauté technologique, mais enfin il y a des applications qui permettent d'aujourd'hui fluidifier aussi les contacts, les échanges. Et là aussi, nos résidences n'étaient pas forcément équipées de ce genre d'éléments. Donc voilà, là c'est un peu le canevas. Tous les mois, on a essayé de mener une action, notamment avec Pierre Soulonier, qui est le directeur du développement de la région, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je me fais son porte-parole pour effectivement rencontrer des acteurs sur le territoire. Alors je ne peux pas tous les citer, mais c'est vrai que la mêlée est partie prenante. On a Idéalis, on a des gens comme Arthur Dupuis, des startups bien connues, que ce soit à Toulouse maintenant ou à Montpellier, et qui sont en forte croissance. Les préconisations, c'est, comme vous l'avez dit Roselyne, c'est essayer d'élargir la garantie visale, puisqu'on l'a vu aujourd'hui, elle est déjà élargie, mais là, l'idée c'est de pouvoir la rendre accessible aux entreprises type start-up.
Donc éventuellement, peut-être créer un label qui serait conventionné par Action Logement et par lequel on pourrait proposer ce dispositif à ce type de salariés. Une adaptation identique de l'aide Mobilipass pour les startups qui sont en hypercroissance et qui franchiraient le seuil des 10 salariés peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, mais auquel on pourrait tout de suite proposer des dispositifs de mobilité. Et réfléchir, alors là, on a parlé des start-upers, mais malgré tout, il y a aussi un aller-retour possible avec les start-up, puisque certaines ont des réflexions totalement en adéquation avec notre activité d'investisseurs dans l'immobilier et qui peuvent participer à la réflexion de l'aménagement de nos futures résidences, notamment orientées jeunes. Donc on travaille avec Habitat Jeune, là on a le Paret qui est là, il y a une résidence à Pérol qui doit être livrée l'année prochaine, et entre autres on essaie d'associer différents contacts qu'on a avec les startups pour pouvoir peut-être à temps pouvoir intégrer certains dispositifs, applications type Idealis et autres. Voilà. Merci de cette présentation, merci de votre attention. Bien évidemment, nous avons présenté l'ensemble des produits Action Logement, juste les quelques nouveautés qui vont effectivement guider nos échanges et dans les mois qui viennent. Vous avez compris que certains des dispositifs étaient sujetés à l'adoption d'une loi qui est actuellement en discussion au Parlement et au Sénat. Donc, nous sommes prêts en tout cas. Le message qu'on veut faire passer, je crois, c'est que Action Logement est prêt. Nous sommes à la fois ouverts, inventifs et prêts à continuer notre mission fondamentale qui était celle du financement du logement social, de l'accompagnement des salariés et de trouver des logements qui soient le plus possible abordables. Je crois que c'est là notre vraie mission. Je vous propose peut-être de nous retrouver autour du verre d'amitié. Vous avez donc les différents intervenants qui sont à votre disposition pour échanger. Je précise que vous avez également les différents directeurs des territoires, des départements d'Occitanie qui sont également à votre disposition. Vous pouvez les connaître, les déplacements, ainsi que les responsables des services du siège. Donc n'hésitez pas à échanger et à demander les renseignements que vous voulez dans cet échange permanent. Merci.